Elle m'a dit, écoute, t'es pilote d'hélicoptère, j'aimerais bien m'envoyer en l'air un jour avec toi. Prendre des gens d'extrême droite sur mon plateau, ça, ma mère me l'aurait pas pardonné. Mais Ma mère me l'aurait pas pardonné, non, dis-tu. quand on l'écoute, on sent qu'on a envie de lui parler parce qu'on est bien avec lui. On sent qu'il s'intéresse aux autres, qu'il a le goût des autres. Un peu fluet, tout maigre, tout ça. On sent qu'il ne mange pas assez. À l'INA, il y a 4000 heures d'images. Avec toi et tes invités. 4000 heures. 4000 heures, c'est... Ouais, t'es un sacré dealer d'images, quoi, Alina, on a compris. J'ai visité les prisons plusieurs fois. J'avais pas le titre exact. Je l'ai fait clandestinement car je voulais surtout pas que ça se sache. Et donc, c'est vrai, 1937, le Front populaire, c'est l'année de la naturalisation de mes parents. Donc, je suis très attaché à cette époque. C'est ce que tu dis Je suis resté fidèle à mes parents. c'est la gauche qui a fait mes parents français. Voilà. J'ai été très marqué par mon voyage au Cambodge. Et quand je pense à vous, je pense au Cambodge et tout ce que vous avez vécu. Elle venait de Thaïlande. Hein. Le camp des réfugiés de Thaïlande. Avant de réfugiés de Thaïlande. Hein. Hey, c'est Rafale. En Rafale, c'est mon projet le plus personnel. Carrément, il y a mon blaze dedans. On s'est déjà vu, entendu. Ça fait plus de 25 ans que je ride en presse, en radio, en festival et à la télé. Et mon micro, je vous l'ai toujours tendu. Et on va aller encore plus loin avec En Rafale. C'est vous qui posez les questions, toutes les questions aux personnalités les plus en vue. Mon invité a été vendu avec le poste. C'est en tout cas ce que lui dit la nouvelle génération quand elle l'interpelle dans la rue. On a l'impression que c'est lui, l'animateur télé originel. C'est aujourd'hui le visage le plus rassurant et le plus populaire du PAF. Dans les années 80-90, on passait nos samedis avec lui dans Champs-Élysées. Et puis avant, les années 2000, il y avait Studio Gabriel tous les soirs. Et depuis 25 ans, c'est Vivement Dimanche. C'est lui d'ailleurs la vraie star du dernier film de Nakache et Toledano, Juste une illusion. Il a reçu la terre entière, de Johnny Hallyday à Simone de Beauvoir, de Ray Charles à Diams. Je reçois un vrai gentil, un médecin des âmes, comme l'appelait son père, médecin de campagne lui-même, une légende vivante qui a échappé 2 fois à la mort, au public qui zappe, et même à une fan érotomane qui l'attendait nue, assise en tailleur devant son ascenseur. Michel Drucker répond à toutes vos questions en rafale. Mon cher Michel, je suis très heureux d'être face à toi. Quel bonheur, quel honneur aussi. Quand j'étais plus jeune, il y a un article de presse locale qui m'a désigné comme le Drucker des banlieues. Alors je suis très ému d'avoir l'original Drucker dans mon studio. Il est là, un repère, un pilier, un véritable OG. C'est un exemple d'humilité et de longévité à la télé. Est-ce que tu vas bien, Michel ? Oui, très bien. Quand je suis devant toi... Oh, un peu flatteur déjà, ce Michel. On est forcément bien, c'est vrai. C'est vrai, on se sent bien. Bah, écoute, ça me on, touche. on sent que t'aimes les gens. Ah bah exactement, mais ça c'est, je crois, qu'une qualité qu'on a en commun, en tout cas. Sinon, faut pas faire ce métier. Ah c'est ça. Et puis, alors moi, je fais le même métier que toi, dans la même maison, sur le service public. On est normands tous les deux. Toi, tu as grandi à Vire, à la campagne. Moi, en périphérie, à Hérouville-Saint-Clair, dans la banlieue de Caen. Calvados. C'est vrai, exactement. Tous les deux, on a fait des grandes écoles. Moi, j'ai souvent répondu, quand on me posait la question, que j'avais fait HEC, les hautes études du culot. Et toi, tu as fait l'ENA, c'est ça ? Non, j'ai fait l'INA. T'as fait l'INA, bien sûr. C'est l'Institut national de l'audiovisuel. L'INA, c'est la mémoire de la télé. Et c'est un joli jeu de mots, c'est vrai. Moi, j'ai commencé au journal de mon collège, au CDI, dans un atelier. Toi, ton premier métier dans la presse, tu vas me dire si je me trompe pas, c'était dans un journal militaire. Et l'une de tes tâches, c'était de choisir la pin-up qui allait être dans le magazine. C'est ça ? Il y a un journal de l'armée qui existe toujours, qui s'appelle Terre-Air-Mer. Et j'ai terminé mon service militaire à la rédaction de ce journal, boulevard de la Toumobo dans le 7e. C'est très important l'adresse, tu vas comprendre pourquoi. Et là, on est à Paris ? On est à Paris. Et Terre-Air-Mer, Tunisie, Algérie, Maroc, c'était un journal écrit par les militaires pendant leur service militaire, qui étaient des journalistes déjà au départ ou qui voulaient être journalistes. Donc, ils profitaient de leur passage à l'armée pour enfoncer le clou. Et moi, je choisissais la fille du mois. C'est-à-dire, tous les mois, il y avait une fille un petit peu comme dans Lui, à l'époque, plus tard. Qui était un magazine, on va dire, masculin, un peu coquin, quoi, lui. Oui, hein. Ouais. oui. Mais là, ce n'était pas le cas. Mais pour les militaires, c'est bien ils aimaient voir une jolie fille par mois. Il y avait le janvier, février, mars. Et c'est moi qui choisissais cette photo. Ça remontait le moral des troupes. Oui. Après, il y a la solide carrière
qu'on te connaît. Je voulais commencer par te remercier déjà pour ta confiance, Michel, parce que tu viens ici sans vraiment savoir ce qui va se passer derrière ce micro, alors que vous connaissez déjà le concept, évidemment. Et puis remercier un de mes précédents invités, Jeff Panaclock, grâce à qui tu es là avec nous aujourd'hui. Ça a un peu commencé comme une vanne. Donc Michel vient ici dans la cave faire le... Dans le studio, c'est bizarre ce que tu dis. Viens ici dans le studio faire l'interview. Et puis, j'étais sur l'île de la Réunion et tu m'as laissé un message sur mon répondeur. Oui, Raphaël, c'est Michel Drucker. Écoute, je te rappellerai ou tu me rappelles. Tu voulais qu'on se rencontre. Bon, on va trouver un moment. C'était Michel Drucker. Très vite. Et puis te voilà. Donc merci beaucoup, Jeff, pour tout ça. Je t'explique le concept, Michel, alors ? Je dis un mot sur Jeff, parce que oui, s'il te plaît. Je l'ai connu, il n'était pas encore célèbre. Il était électricien en banlieue, où je faisais mon spectacle passer par cette salle-là. C'est la première fois que je l'ai vu. Ensuite, je l'ai vu à la télé, bien sûr. J'ai trouvé très impressionnant, parce que des ventriloques de sa trempe, il n'y en a pas beaucoup. Et des ventriloques un peu nouvelle génération. Complètement. En plus. Génération. Et je l'ai mieux découvert parce qu'un jour, ma fille, Stéphanie Jarre, qui est ma décoratrice, c'est son métier et elle excelle dans ce métier. C'est l'auteur du Canapé Rouge, entre autres, et qui fait beaucoup de décors pour le cinéma, surtout pour le théâtre. Elle m'a dit, écoute, il y a quelqu'un, une production qui m'appelle pour que je fasse un décor pour quelqu'un qui s'appelle Jeff Panaclock. Je dis, tu connais ? Je dis, oui. Il est connu ? Je dis, il est très, très connu. Elle ne savait pas qui c'était. Donc elle est allée le voir en province, elle est revenue, elle m'a dit, waouh, j'ai pris vraiment la claque de ma vie. J'ai jamais vu un mec aussi doué et aussi fort. Car ce qui fait, peu de gens le font dans le monde. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà pourquoi je remercie Jeff. Le concept aujourd'hui, Michel, c'est que ce sont les gens, pas moi tout seul, qui vont te poser des questions. Ça va arriver en rafale comme ça. Ils nous ont partagé des vocaux pour toi. Quelquefois, ils partagent un petit bout de leur vie et puis ils nous racontent d'où ils parlent. C'est des gens de partout, dans toute leur diversité. On écoute la première ? Bonjour Monsieur Michel Drucker, c'est un honneur de pouvoir vous poser une question pour le podcast de mon frérot Rafale. Je suis journaliste chez France Télé, j'interviewe des artistes et vous avez été une grande inspiration pour moi et pour beaucoup d'autres, je crois. J'admire votre manière d'être rentré dans les salons et dans les cœurs des Français depuis tellement d'années. Et du coup, je voulais vous demander, parmi tous les invités que vous avez reçus sur votre canapé rouge iconique, si vous deviez n'en garder qu'un seul, avec une anecdote, une histoire qui vous a marqué, ce serait lequel ? Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour l'inspiration. Et puis vous êtes une légende. Changez rien. Changez rien, Michel. Hein. Très bien. C'est un collègue, c'est un confrère. Hein, c'est Oumar Diawara. Et il s'avère qu'il a été nommé il n'y a pas très très longtemps rédacteur en chef d'un média en ligne qui s'appelle Pluriel. Combien d'invités t'as reçu ? Si tu as fait le compte ? Je ne sais pas, mais comme j'en reçois à peu près une dizaine par semaine pendant 30 dimanches, ça fait à peu près 300 par an. En 40 ans, je sais pas, 10 000. Plus de 10 000 invités. À l'INA, il y a 4000 heures d'images. Avec toi et tes invités. 4000 heures. 4000 heures, c'est... Ouais, t'es un sacré dealer d'images, quoi, à l'INA, on a compris ça. C'est considérable. C'est fou. Alors, il m'a posé la question s'il y a un... Si tu devais retenir un ou une invitée, quelqu'un qui t'a marqué particulièrement. Sœur Emmanuelle. Ah ouais. Voilà, Sœur Emmanuelle. Faut raconter qui c'est. Une Sœur religieuse. C'était qui s'occupait des pauvres du Caire, qui vivaient dans des conditions absolument incroyables, dans des déchets. C'était les pauvres du Caire, et elle s'en occupait beaucoup. Et je voulais la rencontrer. Donc je l'ai rencontrée un jour, j'ai eu le coup de foudre pour elle. Elle avait un langage direct. Elle ne s'embarrassait pas de circonvolution. Et elle m'a dit, écoute, t'es pilote d'hélicoptère, j'aimerais bien m'envoyer en l'air un jour avec toi. Écoute, Emmanuel, sans problème. Il faut pas que ça sorte du contexte, quoi. Voilà. Alors, je suis allé dans sa maison de retraite dans le Midi, en hélico, et je lui ai fait faire son baptême de l'air. On a survolé tout ça, toute la région d'où elle était, en hélico. C'est un souvenir absolument magnifique. C'est une de mes grandes rencontres. Ça nous a inspiré un petit jeu aussi. On va te citer, je vais te citer des noms de personnalités, des noms de stars, puis tu vas me dire si tu les as déjà rencontrés ou pas, si c'est un bon souvenir ou pas. Je sais pas, assez rapidement, quoi. C'est un petit jeu. On commence avec Michael Jackson.
Déjà rencontré ou pas? Je l'ai croisé avec ses frères sur le plateau des Buttes Chaumont de Maritis Gilbert Carpentier, qui étaient des grands producteurs avant Champs-Élysées. Des émissions de variété, ouais. Variété. Donc je l'ai croisé avec tous ses frères. J'ai connu toute la famille, sa sœur, le frère, etc., Germaine. J'ai surtout eu un moment formidable. J'étais le premier qui a montré aux Français son clip, qui était mythique. Hein. Il y en a eu 2 ou 3 qui étaient très longs, qui étaient 8 ou 20 minutes. C'était un véritable court-métrage. Le clip Thriller? Voilà, Thriller. Ah ouais. Donc on l'a présenté en 2 fois, c'était un événement considérable. J'avais dit, voilà, vous verrez Michael Jackson pour la première fois dans son clip la semaine prochaine. J'avais fait un score canon, puis après j'avais dit, la semaine prochaine, vous aurez la deuxième partie. Ah ouais, c'est quelqu'un qui C'est un personnage. a inspiré aussi beaucoup de nos artistes. Peut-être ceux dont je vais te parler aussi, le groupe de rap 113. 113, oui. Tu te rappelles d'eux? Oui, je les ai reçus. J'aurais remis une victoire de la musique. Exactement. On est en 2000. Ils sont nés qu'une voiture sur scène. Un 504 break chargé. Chargé. Allez, montez les neveux. Ouais, exactement. Ouais. C'est un bon souvenir? Oh, bah oui. C'est la première fois que je recevais des rappeurs et que je les présentais. Et puis, ça a été très utile parce que moi qui étais plutôt le spécialiste de la variété classique, pure et dure, la variété française, subitement, ça m'a ouvert des portes. Et le monde du rap m'a accueilli, il m'a adopté. Ouais, il t'adore en plus. Il m'a adopté. C'est sûr. Après, j'ai rencontré Gims, ses frères, ses copains. Ton frère Dadju, bien sûr. Ouais. Son groupe fort célèbre. La section d'assaut. Section d'assaut. Bien sûr. Et c'est vrai que les rappeurs de cette époque, Big Flo et Oli, entre autres, m'ont beaucoup impressionné. Au début, je n'étais pas très réceptif. Puis quand je les ai vus sur scène, la cadence à laquelle ils travaillaient, la richesse de leur vocabulaire, je me suis dit, oh là là, mais il y a une révolution. Là. Bah, c'est la nouvelle pop et c'est le genre musical numéro 1. C'est sûr. Whitney Houston, évidemment, on sait que tu l'as rencontré, Whitney Houston. Oui. Il y a un épisode resté célèbre, iconique, fâcheux, tout ce qu'on veut, avec Serge Gainsbourg. Qui est passé dans le monde entier. Fou. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que tu l'as recroisé. Oui. Whitney Houston. Alors, il faut dire que Whitney Houston venait en France pour la première fois. Elle était déjà une star aux États-Unis et commençait à être une star planétaire. Elle arrivait et elle était la nièce de Dionne Warwick, qui est une chanteuse américaine très très forte, qui était à l'époque la petite amie de Sacha Distel. Ah ouais, ok. Et Dionne Warwick demande à Sacha, écoute, voilà, j'ai ma nièce. J'avais pas ce bingo dans l'ordre, hein, mais... Voilà, j'ai ma nièce qui vient en France, elle connaît personne. Quelle télé elle doit faire? Il dit, bah, écoute, sans problème, Champs-Élysées, de mon copain Michel Drucker, elle sera reçue comme personne. C'est vrai qu'elle a été reçue comme personne, puisque ce jour où elle est arrivée, l'invité d'honneur, c'était Gainsbourg, ou plutôt Gainsbourg. Elle est tombée sur Gainsbourg. Si vous ne connaissez pas cette archive, on vous laisse aller regarder sur YouTube. Gainsbourg n'est pas Gainsbourg. C'était un peu compliqué pour Whitney Houston. Hein. Ça a été un petit peu dur. Je te propose une autre personnalité. Dalida. T'as déjà interviewé Dalida? Oui. J'ai fait plusieurs spéciaux avec elle. J'étais très lié à Dalida. Au comte de Saint-Germain, qui était son dernier amoureux. Bruno, son frère, évidemment. On ne parle pas de Dalida sans parler de Bruno. Bien sûr. Orlando. Et puis, elle était très copine avec François Mitterrand. Et donc, ancien président de la République. Dont on dit qu'ils ont été amants. Bref, le bruit a couru longtemps. Elle n'a jamais démenti, mais c'est vrai que Mitterrand était très amoureux de Dalida. Et il se dit que tu étais là lors de l'enregistrement de son tube Mourir sur scène? Oui. Waouh, c'est fou. Ça devait être un sacré moment, ça. Un moment magnifique. Mourir sur scène, c'est une chanson inouïe. C'est une chanson qu'on rêve tous de chanter et de vivre dans nos métiers. C'est quand sûr. On ne sait pas comment on termine le parcours. C'est sûr. Et je te propose une autre question en rafale. On t'a laissé un vocal. On t'a même laissé une vidéo. Bonjour Monsieur Drucker, je m'appelle Berthéwan, je suis auteur de bande dessinée et je suis street artiste. J'ai connu un temps l'incarcération et aujourd'hui j'ai une association qui intervient auprès des détenus dans les prisons. Je mène des ateliers auprès des personnes incarcérées. J'ai appris que vous avez été visiteur de prison dans votre vie et ma question est la suivante. Aujourd'hui, vous êtes un grand patron et donneriez-vous la chance à une personne qui a connu l'incarcération
embaucheriez-vous une personne qui a connu l'incarcération, tout simplement? Si oui, pourquoi? Merci de ta question. C'est vrai que je connais bien l'univers carcéral. Je reçois beaucoup de courriers des prisons depuis très longtemps. Genre 10% de mon courrier, c'est des prisonniers qui me suivent beaucoup. La télévision change un peu la vie des détenus, évidemment. Elle est ultra présente en cellule, la télé. C'est capital. Donc, voilà. Et c'est vrai que j'ai visité des prisons plusieurs fois. Je n'avais pas le titre exact. Je l'ai fait clandestinement car je ne voulais surtout pas que ça se sache et me retrouver avec des photos volées ou des photos d'un magazine People de mauvais goût à la sortie des prisons. Tu l'as fait beaucoup dans les années 90. Oui. T'en as visité une dizaine, je crois. Je faisais 4 ou 5 par an. Caen, Fresnes, Fleury-Mérogis. Voilà, je suis allé à Fresnes, à Fleury-Mérogis, à Caen. Je suis allé à la Santé. Je suis allé à Metz, à Nancy. Je suis allé dans les prisons de province. Ça m'intéressait beaucoup parce qu'il y avait une association qui s'appelle Relais Parents-Enfants, je ne sais pas si elle existe encore, qui consistait à amener les enfants nés en prison. Il faut que tu saches que les détenus qui nous écoutent savent ça très bien. Une femme qui attend un enfant en prison, quand elle accouche en prison, on lui enlève son enfant. C'est-à-dire qu'elle le garde pendant 6 mois et après on lui enlève. Et si ce pauvre gamin n'a pas des grands-parents ou des proches pour l'aider, et Dieu sait s'il doit être aidé, ça peut être une tragédie. Et donc, ils cherchaient des volontaires pour une fois par an aller amener des nouveau-nés en prison voir leur père ou leur mère. Souvent, c'est leur père, parce que la mère, elle était incarcérée. Et donc, je suis allé une fois, je l'ai raconté dans mon dernier livre, et c'était très impressionnant. Donc, j'y suis allé, relais parents-enfants. Je suis allé amener un petit garçon qui avait quelques mois seulement voir son père, qui était à la prison de Rouen, exactement, et qui avait été arrêté pour prise de stupéfiants. Une brève rencontre était née ce petit garçon. Et donc, je devais l'amener. Alors, j'en ai pas l'âge. Il était dans la voiture avec moi. Il y avait une assistante qui s'appelle Dominique Ancien, qui travaillait sur TF1 à l'époque. Bien sûr, qui est devenue productrice, Dominique. Voilà, c'était la directrice du divertissement de TF1 pendant longtemps. Et donc, nous sommes allés tous les deux emmener ce petit garçon à la prison d'Orange. J'ai dit, d'abord, le gars, il se demande ce que je faisais là. Il n'était pas prévenu. Il voit un mec de la télé avec son enfant dans les bras. Et je lui ai remis l'enfant. Il a beaucoup pleuré, le gars. Il me dit, je vous remercie beaucoup, etc. Il l'a gardé 3 quarts d'heure, puis on est rentré à Paris. Ça m'a beaucoup marqué. Voilà pourquoi répondre à la question. Oui, bien sûr. Moi, si je peux un jour dépanner un ancien détenu qui a purgé sa peine et qui veut repartir du bon pied, si j'avais l'occasion de le faire, je le ferais, bien sûr. Tu pourrais le faire, ouais. Berthéwan, il a lu le bouquin, j'imagine, il l'a appris là. C'est vrai qu'on ne te savait pas visiteur de prison. Moi, je l'ai appris en lisant avec le temps ton dernier livre, où tu racontes pas mal d'anecdotes, dont celle-ci. Tu t'es passionné au JO pour tout un tas de disciplines à 2 roues. Oui. Moi, je suis un fou de vélo que je connais très bien. Les JO, j'ai participé aux Jeux Olympiques de la session du soir avec Léa Salamé. Ouais. Parce que le sport, ça a été ma passion. Bien sûr. Moi, j'ai fait 5 Coupes du Monde et j'étais un des invités d'honneur des derniers Jeux Olympiques. Quand je suis avec Christine Caron, qui était une grande nageuse, qui était la Manodou de l'époque, le dernier rescapé des Jeux Olympiques de 64. Waouh. Les Jeux de Tokyo, j'étais là en 64. Et là, les Jeux de Paris 2024, est-ce qu'il y a un sport en particulier ou des sports qui t'ont fait popper en disant « Oh là là, c'est incroyable ça !» Oui, ça, parce que le BMX avait lieu place de la Concorde, à côté du studio Gabriel où j'étais. J'ai vu ce qu'ils faisaient avec des vélos, les mecs, je sais pas comment ils font. Écoute, j'ai une championne de BMX qui a tenu à t'envoyer un petit message. On va le regarder aussi, elle a envoyé une vidéo. On regarde la vidéo ? Vas-y. Bonjour Michel, j'ai appris que vous étiez fan de BMX Race depuis les JO. Moi c'est Axel Etienne, je suis pilote élite de BMX Race et je vous dis à très bientôt sur les courses. Bye. Alors Axel Etienne, elle est quadruple championne de France de BMX. Elle revenait de Hong Kong où elle participait à la Coupe du Monde de cyclisme sur piste avec l'équipe de France. Quand elle nous a envoyé cette vidéo pour toi, elle est prête à faire une démo sur le canapé rouge, si ça te chante. Je vais prendre ses coordonnées. Ça s'organise ?
Ok, on va essayer de mettre ça en place. Une autre question pour toi. La voici, et je pense que celle-ci, en fait, tu sais, j'ai posté sur mes réseaux un appel à questions. J'ai eu beaucoup de questions et beaucoup qui allaient dans le même sens. Donc, il y a un porte-parole de toutes ces questions-là. Bonjour Michel, salut Rafale, je m'appelle Lucas, j'ai 27 ans, j'habite Paris. Ma question pour vous Michel, c'était de savoir, vous qui êtes, on le sait, un peu hypocondriaque et puis angoissé du temps qui passe, est-ce que vous n'en avez pas marre parfois d'être toujours associé maintenant à une image de quelqu'un qui est là depuis de nombreuses années et qui est un peu une légende à tous les niveaux? Voilà, merci d'avance pour votre réponse et je vous embrasse. Non, ça ne me gêne pas du tout. Ça me fait beaucoup rire parce que souvent, moi, j'adore la dérision. Se moquer des gens, c'est bien à condition qu'on se moque de soi-même. Ouais. La plus grande parade des choses qui pourraient nous blesser, c'est l'autodérision. Moi, les gens qui se moquent d'eux-mêmes, c'est formidable. Et là, justement, pour revenir à ce sujet abordé sur le temps qui passe, c'est que je vois des choses dans mon prochain bouquin. Je vais en publier plusieurs. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux, mais on le fait pour moi. Et il y a des choses extraordinaires. L'autre jour, j'ai vu si Michel Drucker vous propose une maison en viager, faites attention, c'est un piège. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Ça, c'est drôle. Et puis, des photos de moi avec la reine d'Angleterre sur mes genoux, toute petite. Tu vois. Ça me fait bien marrer. Tout ce qui est des blagues sur le temps qui passe, ça ne me gêne pas du tout. J'ai une autre question pour toi. Bonjour Michel, enchantée, je m'appelle Imen, j'ai 27 ans et je viens du Mans et cette année pour la première fois j'ai été élue chez moi au Mans en Sarthe et comment vous dire que chez moi vous comptez beaucoup, vous êtes mes dimanches, la messe familiale du marché, du poulet et frites et de Vivement Dimanche, et bien c'était toutes les semaines avec vous, donc très contente de vous poser cette question aujourd'hui. Je sais qu'à plusieurs reprises vous avez dit publiquement avoir le cœur à gauche et moi à 1 an de la présidentielle je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur de ce qui nous guette, de ce qui arrive. J'ai vu dans mon département une ville qui est passée à l'extrême droite et j'ai peur que ce soit bientôt tout le pays. Est-ce que vous avez peur de l'extrême droite et quel est votre regard sur cette élection qui arrive? Merci Michel, à bientôt. Merci, j'adore le Mans, j'ai des souvenirs avec au Mans. Écoute, je vais y venir dans un instant. Imen, elle est conseillère municipale du Mans depuis les dernières élections municipales et c'est la première fois qu'elle se présentait. C'est bien, là. Elle va découvrir ce que c'est que la politique, c'est un monde difficile. Alors, moi, je viens d'Europe de l'Est. Je suis roumain d'origine, de Bukovine, qui est une partie de la Roumanie, qui est aujourd'hui l'Ukraine, qui est en guerre. Et mes parents étaient des gens de gauche, comme tous les immigrés venus d'Europe centrale. Mon père, il était beaucoup plus proche du Front populaire de Léon Blum, et pas celui de Mélenchon, rien à voir. Le Front populaire de 1937, offert les premiers congés payés à des gens qui ne connaissaient pas la mer. Et donc, c'est vrai, 1937, le Front populaire, c'est l'année de la naturalisation de mes parents. Donc, je suis très attaché à cette époque. C'est ce que tu dis. Je suis resté fidèle à mes parents. C'est la gauche qui a fait mes parents français. Voilà, c'est-à-dire que c'est un problème de reconnaissance. Moi, s'il n'y avait pas eu la gauche de Blum en 1937, je ne serais pas français. J'étais naturalisé parce qu'il y avait cette génération d'hommes politiques. Mais voilà, alors cela dit, si j'ai peur des extrêmes, évidemment j'ai peur des extrêmes. T'as jamais reçu les Le Pen Non. Dans ton canapé rouge? Non, j'ai reçu d'autres politiques. Mais Le Pen, c'était très compliqué pour moi. Et je sais qu'à l'époque, ils m'en voulaient beaucoup de ne pas les recevoir, parce que j'avais reçu Arlette Laguillet, j'avais reçu Mélenchon quand il était ministre de Jospin, j'avais reçu Besancenot, petit facteur. Du NPA, ouais. Absolument. Mais le problème était le suivant, indépendamment des problèmes personnels, venant d'où je viens, compte tenu du passé de mes parents, c'est vrai que prendre des gens d'extrême droite sur mon plateau, ça, ma mère ne me l'aurait pas pardonné. Mais ma mère me l'aurait pas pardonné, dis-tu. Mais la raison essentielle aussi, c'était que mon émission, c'était une émission familiale où on ne parlait pas politique, mais on parlait des choses qui nous concernent et qui concernent nos invités. Ça aurait pu s'appeler « Qu'avez-vous fait de vos 20 ans ?» Ça ne s'est pas fait parce que je ne me voyais pas recevoir la famille Le Pen, qui était une famille en morceaux, complètement éclatée. La vie de Jean-Marie Le Pen, de son ex-femme, les relations avec ses filles, tout ça, c'était impossible.
Tu dis que la famille, c'est le cœur de tout pour toi. On vient d'en parler d'ailleurs. On a parlé même de tes parents, de ta maman. Toi, tu connais tous les parents, tu connais tous les proches de tes invités. Oui, tous les parents, les grands-parents, leurs enfants. Ton dernier format d'ailleurs, c'est Famille, je vous aime, Oui, aussi sur France Télévisions. 2 ans, j'en ai fait 3. Il y en a une qui va passer avant la fête des mères, là, au mois de juin. C'est drôle que tu me parles de la fête des mères, parce que j'ai demandé à ma mère de me laisser un message, de te laisser un message. Sauf que, j'avoue, je ne sais pas ce qu'elle a laissé comme message. Donc je vais le découvrir en même temps que toi, si ça te va. Bonjour Michel, Ouais, je suis la maman. maman. Rose. J'aimerais savoir, est-ce que mon fils est bon animateur? Pour moi, il est le meilleur. Ah, Rose. Ah, j'adore, merci maman. Quel âge est la Rose? Elle a 70 ans. Elle est jeune. Ouais. Mais la Rose, votre fils, bien sûr, c'est un bon animateur. Et quand on écoute, on sent qu'on a envie de lui parler parce qu'on est bien avec lui. On sent qu'il s'intéresse aux autres, qu'il a le goût des autres. Et donc, on se sent bien avec lui. C'est vrai. Un peu fluet, tout maigre, tout ça. On sent qu'il ne mange pas assez. C'est un bon animateur. Il est charmant surtout. Et ça se sent. Vous savez, madame, pour être un bon animateur, c'est pareil à la télévision. On ne le dit pas assez. La voix est importante. La voix. Il ne faut pas oublier que pendant des années, toutes les stars qui sont arrivées à la télé n'étaient connues que par la radio. C'est des voix. C'est vrai. Bellemare, Tchernia, Guy Luc, Là, tu nous cites vraiment les pionniers, les grands visages de la télévision. C'est des voix. Ça, en noir et blanc, c'est vrai. C'est des voix. C'était des voix. Absolument. Ouais. Donc, il a une bonne voix, et c'est très bien. Et le meilleur est à venir, Rose. Juste avant toi, dans cette émission, il y avait Nora Hamadi, Rokhaya Diallo et Grace Lee. Elles ont posé une question sans savoir que tu serais, toi, le futur invité dans Rafale. Voici leur question. Est-ce que tu as acheté un vélo cargo, quoi? Voilà. Est-ce que la personne a une bonne série à nous recommander? Je ne regarde pas beaucoup les séries. Il y avait la série The Crown. Ah ouais, bien sûr. The Crown, c'était formidable. Ça, voilà. C'est un très bon conseil. Si vous avez un grand week-end, vous pouvez binger ça. Hein. Oui. Et puis, voilà, mais regardez pas trop les séries parce que ça, on dort plus. Parce que les séries, quand on les regarde... c'est chronophage, hein. C'est chronophage, on passe des nuits blanches. Bien sûr. Puis, ouais. Est-ce que tu as une question que tu pourrais poser au futur invité? On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Non. On sait pas qui c'est. Non. Question random. Comment vous voyez vieux ou vieille? Elle sera posée cette question. On fait rentrer notre invité? Attention l'équipe, je mets sur pause un instant cet entretien pour vous dire qu'on poste tous les 15 jours sur YouTube, sur la chaîne En Rafale, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. Il y a déjà plein d'épisodes avec des guests éclectiques. Aïssa Maïga, Rokhaya Diallo, Jeff Panaclock, Jamil Leschlag. Merci pour vos retours, merci pour vos commentaires, vos partages, votre soutien. Je vous assure, on peut faire encore mieux. On est ensemble, on se lâche pas. Alors merci d'avance de vous abonner ou que vos frérots s'abonnent, si ce n'est pas déjà fait, à nos réseaux, à la chaîne, ou que vous regardiez ou que vous écoutiez ce podcast, activez la cloche, ça va beaucoup nous aider. Et si vous pouvez lâcher des lingots d'or sur Patreon, bah ouais, là c'est encore plus cool. Pour continuer à faire de cette émission une émission pas comme les autres, une vraie référence, Michel Drucker en Rafale, ça continue tout de suite. Oh écoute, Hélène. Schnepso, ça va? Écoute, qu'est-ce que je suis content de te voir. Je savais que tu venais, mais j'avais oublié. Puis je me disais, mais c'est pas possible. Je pensais que tu étais à Phnom Penh. Non, mais je suis encore ici. Je partirai seulement. C'est ma fille. Ouais. C'est un peu ma fille, tu sais. Ouais. Ça va? Je suis très touché. Merci d'être là. Tu vas bien? Ça va? On accueille une personnalité qu'on aime beaucoup. Elle est la cofondatrice de l'association Padouma, qui mène des actions concrètes en termes d'éducation, de santé, de culture au Cambodge en faveur des populations les plus défavorisées. Michel en est le parrain. Comment ça va, Hélène? Ça va très bien. On continue toujours à aider justement les petites écoles à la campagne. Et surtout, nous, on focalisait
tout ce que à la campagne, très loin, à la brousse, comme on dit, parce que c'est ce genre de l'école qui c'est très difficile à avoir l'accès. Et comme nous, on a été habitués à aller plutôt aux forêts, dans la campagne, tout ça, que dans le grand ville, quoi. Dans le grand ville, on a pensé qu'il y a déjà beaucoup de gens qui pourraient aider, et on va vers ceux qui, il y a des difficultés qui ont besoin. En tout cas, c'est une très belle association qui fait un gros travail de terrain. Je vais raconter le début de l'histoire. Tu es né en 1959 au Cambodge. 1975, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh, la capitale. Faut dire que tu es une survivante de ce régime, du régime génocidaire des Khmers rouges, une période tragique qui a profondément marqué l'histoire de notre pays. Je dis notre pays parce que les gens le savent, je suis d'origine cambodgienne et mes parents ont fait le même chemin que toi. Et tu es là aux côtés de Michel parce qu'il y a un lien particulier qui vous unit. Est-ce que vous pouvez me raconter ça? C'est plus qu'un lien. Moi, je considère qu'Hélène, c'est ma fille. Que j'ai 2 filles. Il y a Stéphanie, qui a grandi avec elle. Stéphanie Jarre, qui est la demi-sœur de Jean-Michel Jarre, que je considère comme ma fille. Et puis, il y a ma petite Hélène, qui est venue, elle va nous rappeler en quelle année? En 1979. Voilà. Mais comment ça se fait, cette rencontre? Tu arrives, tu as une quinzaine d'années? Non, je suis arrivée en France en 1975, sauf que comme j'avais pas de parents, les parents sont restés dans le camp de réfugiés à Surin. En Thaïlande? En Thaïlande, à Surin. Et on est 6 frères et sœurs qui sont arrivés. Mais le fait que j'avais l'âge, qu'on appelle ça, je peux pas aller rentrer à l'école et je peux pas non plus aller travailler à l'âge de 16 ans. Et du coup, ma grande sœur et mon grand frère à sortir quand ils sont arrivés en France, ils ont trouvé du travail. Moi, j'ai mes 2 frères, une sœur et moi, on était dans on appelle ça l'enfant de la DAS. On était l'enfant à la de la DAS, bien sûr. Voilà, à Vitry-sur-Seine. Et c'est comme ça que ça se passait. Et après, quand j'ai mes frères et sœurs, ils ont trouvé les parents de cœur à Mency, il n'y a que moi qui j'ai pas de parents. Et c'est Michel et Dany qui a dit que... Dany, ton épouse? Oui. Voilà, on s'est dit, voilà, oui. On a un appartement avec une chambre en plus. C'était pas loin de Cognac-G où je travaillais. Et j'ai dit, voilà, on a fait une demande pour recevoir une Cambodgienne. Et c'est Hélène qui est venue, qui a passé 10 ans chez nous. Oui. Elle ne parlait pas bien français. On s'occupait de ses études en Angleterre, etc. Elle est devenue, dans sa catégorie, quelqu'un de très, très pointu. On va en parler, bien sûr. Et un jour, elle a été engagée chez Pierre Cardin. Exactement. Pierre Cardin a terminé sa vie et Hélène était à ses côtés. Elle est arrivée, elle ne savait pas grand-chose et elle a fini par coudre les plus belles robes du monde pour les princesses du monde entier. Donc Hélène, je la considère comme ma fille. D'ailleurs, il y a beaucoup de reportages où on est ensemble. Et on parle d'Hélène souvent. Je ne la vois pas assez souvent parce que je travaille beaucoup. Mais elle m'a vu. Elle m'a vu à la maison. Elle m'a vu travailler jour et nuit. Elle m'a vu. Oui. Je mange son riz. Un riz incroyable, puisque on a dû faire une petite pause pour faire entrer Hélène et l'installer à notre table. Et c'est l'un des premiers trucs que tu lui as dit, évidemment. Ils se sont pris dans les bras. Et c'était... Tu lui as dit, je vais te ramener du riz. Oui. Et en plus, il a un riz spécial, Michel. Oui. Il est très bon, son riz. Et puis, bon, ce qu'elle fait pour son pays, elle se donne tellement de mal pour améliorer le sort des populations défavorisées. Et moi, je suis allé 1 ou 2 fois en Cambodge. Et j'ai été très marqué par ça. Surtout que pendant les 8 jours où j'étais à Phnom Penh, j'aurais pas dû le faire, mais je l'ai fait quand même. J'ai visité le musée de la torture. Ouais, c'est le musée S21. Le musée S21. Voilà, S21. Et là, j'ai pas dormi pendant 8 jours. Donc, Hélène, c'est très important pour moi. Je considère qu'Hélène est ma fille. Tu disais, elle est rentrée chez Pierre Cardin. C'est pas n'importe qui comment. Tu arrives à 23 ans dans cette grande maison de couture française. Tu as fait toute ta carrière en qualité de première d'atelier. Je vous ai rencontré, et ça m'avait beaucoup étonné, c'est aussi pour ça que tu es là, lors d'un défilé à la résidence de l'ambassadeur du Cambodge à Paris. Tu vois, les modèles portaient tes vêtements. Oui. Et Michel, il était là dans le public. Et moi, je ne connaissais pas votre histoire. Et et j'étais particulièrement touché. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, Michel ? Est-ce que
Est-ce que tu t'es trompé de porte? Est-ce que tu as l'habitude de recevoir des invitations? Et j'ai compris ensuite qu'il y avait quelque chose de particulier. D'ailleurs, dans certains de mes livres, de reportages, elle est en photo. Ouais. Voilà, non, Hélène, c'est très important pour nous. Ouais. D'abord, quelle leçon de courage, etc. Voilà, parce qu'elle est arrivée adolescente. Et puis, quelques années après, elle est devenue une des collaboratrices les plus pointues et les plus fidèles à Pierre Cardin. Et Pierre Cardin l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, l'excellence. Vous pouvez voir quelques photos, justement, des œuvres d'Hélène Kem. On peut même... T'as ramené une robe. On peut la montrer. Bien sûr. On va apprécier ton travail. Est-ce que, Reza, tu peux nous passer justement une de tes créations? Voilà. Waouh. Tu peux la poser sur la table. Parce qu'il faut bien que je vous explique quand même. C'est une robe. C'est une robe. Cette robe-là, pendant que je commence à travailler cette robe-là, d'abord, il faut que je fasse les recherches. Et comme je viens de la maison Cardin, Monsieur Cardin, c'est mon maître, mon mentor. Et j'ai appris le mariage de couleur grâce à Monsieur Cardin. J'ai appris aussi à voir les choses d'une façon très technique. Avec Monsieur Cardin, il faut soit technique. Et du coup, en faisant ça, j'ai d'abord pensé à Monsieur Cardin. Et je me suis dit, je voulais bien qu'il soit là avec moi pour voir ce que j'ai fait. Parce que l'idée vient de... Je coupe le cylindre. Je prends un carton, je les ferme en cylindre et je les coupe. Après ça, c'est là que je fais le mariage de couleurs. Et cette robe-là, c'est une robe, pour moi, c'est une robe de culture, précieuse culture. C'est la France et le Cambodge. Ouais. Et ça, c'est la soie, tout un mélange de la soie de chez nous. Plus, on a aussi le fleur Rumdour, c'est aussi le fleur de chez nous. Bien sûr. Et en même temps, c'est un symbole du Cambodge. Oui, et les couleurs, c'est la terre et la nature. C'est la terre. Et ça, c'est la nature, l'arbre. Et là, c'est, si tu veux, c'est un petit peu l'oiseau. L'oiseau, c'est le colombe, c'est la liberté. Et la paix. Et la paix. Et attends, tu vois. La liberté et la paix. Et en même temps, Apsara. Apsara, bah bien sûr, les grandes figures du Cambodge. Exactement. Les grandes et figures aussi féminines, la les déesses. salutation. Et c'est la ça. salutation aussi. Voilà. Ça veut tout ce que l'histoire, elle vient de là. Elle n'est pas juste première d'atelier, hein. Quand on entend, c'est les artistes qui parlent comme ça. Hein. Ah ouais, t'as une artiste dans la famille, là. Oui, mais j'ai Stéphanie et elle qui ont grandi ensemble, qui sont mes deux artistes, alors. Oh là là. J'ai toujours vu Stéphanie travailler sur ses maquettes de décors de théâtre. J'ai toujours vu Hélène travailler, etc. Elle était à Londres. Il y avait une atmosphère très studieuse à la maison. Moi, je partais le matin très tôt faire mon job, et puis je rentrais tard le soir. Et c'était très heureux de retrouver cette famille. Et pendant des années, ça a été mon équilibre aussi. Elle t'a déjà fait un costume? Non. Oh alors? Non, pas encore. Non, pas encore. Non, elle va faire un costume quand j'aurai 100 ans. C'est en tout cas ce qu'on vous souhaite. Je suis très heureux de vous avoir reçus tous les deux. On va faire des photos, hein. Bah ouais. Et puis là, de vous voir main dans la main, vous prendre. Il y a trop d'amour dans cette émission. Et moi, j'ai connu. Elle avait les cheveux plus longs là. Oui. Maintenant, ça lui va très très bien. Mais j'arrive pas à imaginer d'abord qu'elle a quelques années de plus. Pour moi, Hélène, c'est comme Stéphanie, c'est ma fille. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire pour terminer l'émission, Hélène? Merci de m'avoir donné de l'amour inconditionnel. Inconditionnel, l'amour inconditionnel. Voilà, c'est bien. Non, mais je suis très touché, très. Bah, nous aussi. C'est une journée particulière pour moi. Donc, vive le Cambodge et vive Hélène. Et vive Mimi. Et Michel. vive Michel. Et vive Michel Drucker, évidemment. Merci d'avoir été en Merci rafale, à toi. tous les deux. Je suis très touché. Orkunchran, merci beaucoup. Merci Michel d'avoir été avec nous. Donc voilà, n'oublie pas que les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Alors vivement demain. Et vivement dimanche. Et vivement dimanche. Merci aux équipes et surtout merci à vous. Je vous en demande encore un petit peu plus. Abonnez-vous, ça nous aide vraiment beaucoup parce que c'est une nouvelle aventure. Mais surtout, partagez ici ou le lien sur WhatsApp, commentez, mentionnez les fans de Michel Drucker, le OG, ou celles et ceux qui devraient le devenir parce que vous l'aurez compris, il sera là encore longtemps. Faites tourner En Rafale au max. Faites-le pour cet épisode si spécial. Prenez soin de vous et surtout des autres. C'était En Rafale. Salut.